beaucoup de votre présence. Un immense merci à Abdoulaye Konaté d'être de nouveau parmi nous au 32 bis. C'est toujours un honneur et un grand plaisir de t'avoir parmi nous à Tunis et au 32 bis. Alors, on se réunit ce soir pour rencontrer Abdoulaye Konaté, que certains d'entre vous connaissent certainement, qui est un très grand artiste, une figure majeure de l'art contemporain et un modèle pour beaucoup de jeunes artistes tunisiens et tunisiennes, et au-delà, bien évidemment. Abdoulaye est présent en ce moment à Tunis pour installer un diptyque, une œuvre qui fera partie de l'exposition Le Cheveu de Mouaïa que nous allons ouvrir à la fin du mois prochain. Donc ça, c'est une info en exclusivité. On n'a pas encore communiqué là-dessus. On est très heureux de cette exposition. C'est une expo collective avec une vingtaine d'artistes tunisiens, tunisiennes et internationaux, curatée par Nadine Attala, qui est historienne de l'art et curatrice franco-égyptienne. Voilà, donc ça, ce sera pour le mois prochain. Donc, on va commencer par peut-être 40 minutes de discussion et puis ensuite on laissera la parole à la salle pour que vous puissiez discuter directement avec Abdoulaye et poser toutes les questions que vous souhaitez. Je profite aussi de ce moment pour vous dire qu'il y a une exposition chez nos voisines du Central, juste à côté. Donc quand vous sortez, n'oubliez pas d'aller y faire un tour. Et on a aussi un vernissage ce soir chez nos chers collègues du B7L9. Donc, je vous invite aussi à vous y rendre un peu plus tard. Donc, Abdoulaye. Alors, je reprends mes notes. Pardon. Donc, peut-être commencer par présenter un petit peu ton parcours. Je disais que tu es une figure très importante de l'art contemporain. Tu es né à Diré, au Mali. Tu vis et tu travailles à Bamako, quand tu n'es pas en déplacement un peu partout dans le monde pour des expositions, jurys, etc. Tu es diplômé de l'Institut national des arts de Bamako, au Mali, en 1976, et de l'Instituto Superior de Arte de la Havane, en 1985. Le public te connaît surtout pour des œuvres monumentales, faites de textiles, composées donc à partir de différents textiles. Mais tu es aussi connu pour tes engagements divers qui se traduisent de plusieurs manières, on va y revenir. Engagements sociaux, politiques, mais aussi un grand engagement pour le développement des secteurs culturels et artistiques sur le continent africain, au Mali et en Afrique en général, on y reviendra. Donc pour commencer, je voulais te demander, et je suis sûre que ça intéresse notamment les jeunes artistes tunisiens et tunisiennes qui sont présents dans la salle, comment est-ce que ta carrière a commencé après des études d'art au Mali et à Cuba? Comment est-ce que tout a commencé? Bonsoir, merci d'être venu. Ma carrière n'est pas différente de celle des autres. Hein. Après la formation à Cuba, au Mali et à Cuba, avant d'aller à Cuba, je travaillais au Musée national. Après l'Institut national des arts, j'ai commencé à travailler au Musée national du Mali. Et quand j'ai obtenu la bourse pour Cuba, à la fin des études, je suis revenu encore pour travailler au Musée national. Donc, dans les années 90, j'ai commencé à faire des installations. Et dans ces installations, il y avait bien sûr beaucoup d'acrylique, d'acrylique, peinture à l'huile et plus les installations. Dans les installations, j'ai commencé à utiliser le textile. Et de là, je mélangeais le textile et les acryliques. Mais vu les tailles que j'utilisais, j'ai laissé petit à petit les acryliques pour me consacrer uniquement sur le textile. Les acryliques et les esquisses, je les utilise beaucoup sur mes carnets de notes.
J'utilise un peu l'aquarelle, un peu les feutres et un peu de la vie, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment aussi simple que ça. Mais une fois que tu es sorti des Beaux-Arts, comment est-ce que ça a commencé? Est-ce que tu as été invité à participer à une exposition? Comment est-ce que tu t'es lancé dans cette carrière internationale? Non, j'ai continué à peindre depuis l'Institut national des arts et en même temps je faisais de la publicité. Je travaillais beaucoup pour des grandes marques. Je faisais des panneaux publicitaires, je faisais des t-shirts, des banderoles. Parallèlement à ça, je continuais à peindre parce que là, ça me permettait de faire des œuvres librement sans une pression financière. Sans une pression financière. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Et j'étais sollicité de temps en temps par des commissaires d'expo, par le musée, pour faire des expos à Bamako et aussi à Paris. En ce moment, il y avait le musée des arts océaniens, où on a exposé en groupe. Et là, j'avais exposé juste des petits formats de la vie, qui étaient à peu près un quart des papiers canson, quoi. Donc, d'exposition en exposition, des commissaires regardent à peu près mon travail et me sollicitent pour d'autres expositions. C'est comme ça que ça s'est enchaîné. D'accord. Je voudrais qu'on aille plus précisément au cœur de ta pratique. Donc, on en discutait, ta pratique, tes œuvres ont deux faces, on peut dire. Il y a une partie de tes œuvres qui sont dans une recherche purement esthétique, avec un travail très fort sur l'harmonie des couleurs, la composition, etc. Et on voit d'ailleurs que tu viens de la peinture et que ça, c'est très marqué dans ton travail, on va y revenir. Et une autre dimension de ton travail qui est plus politique, toi tu préfères dire sociale. Social, oui. On y reviendra tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler déjà de ce travail sur la composition, sur l'harmonie des couleurs? Quelles sont les étapes de création, de la recherche, de l'étude, en passant par le croquis jusqu'à la production qui implique différents corps de métier, les teinturiers, les couturiers, etc. Est-ce que tu peux nous parler de ça et aussi de tes sources d'inspiration peut-être, de ce qui t'entoure? Non, la première phase qui est un travail sur l'esthétique, c'est essentiellement inspiré de la nature, des insectes, de l'habillement de la population malienne, mais aussi sur le plan international. Donc vous verrez dans cette série, des fois, c'est des œuvres presque abstraites, mais qui sont inspirées de petits détails. Ça peut être des petits détails d'une aile de papillon, ou bien des petits détails de plumage d'un oiseau ou d'un insecte. Voilà. L'inspiration vient surtout de là. Mais des fois, je prends l'intégralité, comme ici, du papillon que je transforme. Je garde le concept, la morphologie du papillon, mais tout le reste du décor est vraiment une interprétation de ma part. Mais avant ça, quand je prends le papillon, j'étudie le papillon, que ce soit sur le continent africain, le continent asiatique. J'étudie les papillons au Brésil, dans l'Amazonie. Et j'étudie aussi les papillons de jour et les papillons de nuit. Voilà, toute cette gamme de couleurs et d'origine me donne la liberté de changer les couleurs du papillon ou de modifier la structure du papillon. Et je sais que les vêtements aussi ont été une source de création, d'inspiration assez forte. Absolument. Je me suis beaucoup inspiré des tenues des chasseurs au Mali.
mais aussi des tenues de musiciens traditionnels et que vous pouvez voir sur le net. Hein. Au Mali, on peut trouver la tenue des chasseurs. Quand vous tapez sur Google, vous allez voir automatiquement quelle sorte de tenue ils portent. Les musiciens aussi, si vous tapez sur Google, vous pouvez voir, on les appelle les Korodouga au Mali. C'est un groupe qu'on trouve au Mali et en Côte d'Ivoire. Mais quand vous regardez leur tenue, on peut trouver le même système, la même réflexion en Asie. On peut le trouver en Amérique. Presque les mêmes inspirations. Ça me donne la facilité de voyager d'un continent à un autre par rapport à l'image. Oui, vas-y. Oui. Et donc, ce qui se passe, c'est que tu es dans un environnement particulier avec des objets, des couleurs, des formes qui te touchent et qui t'inspirent. Ensuite, tu commences à dessiner. Donc, on a un exemple de croquis ici. Ouais, et là, on trouve vraiment ton rapport à la peinture et au dessin avec les références. Notamment, on voit une mention de Rembrandt, Turner. Est-ce que tu peux nous parler de ce passage de l'idée au dessin, puis du dessin au textile? Non, on a étudié à l'académie. Je ne parle pas de l'académie aujourd'hui, certainement il y a eu beaucoup de changements, mais on a étudié à l'académie le nez, l'anatomie, l'anatomie comparée humaine et animale, toute cette théorie de la couleur et tout ce qu'on peut apprendre sur les grands artistes du passé. Et ça, c'est des fonds culturels que nous assimilons pendant nos formations. Et j'essaie de l'exploiter. Et quand je travaille, par exemple, le coucher de soleil que tu as montré, je vais à partir d'esquisses, des dessins, des croquis rapides, où je fais les notations. Et après, quand je recommence l'œuvre finale, quand je commence à travailler sur l'œuvre finale, je regarde encore les images de tous les artistes que j'ai mentionnés ou leur discussion théorique, leur concept théorique de l'art, de la peinture, de la couleur. Tout ça, ça m'inspire. Et après, moi-même, j'essaie de donner une nouvelle version de ce paysage esquissé ici, que j'essaie d'adapter à ma technique. C'est comme ça que vous voyez, ça c'est le croquis et ça c'est le travail fini. Là, l'image n'est pas très nette, mais c'est une pièce qui est installée dans le hall de l'hôtel Kempinski au Ghana à Accra, à la réception. D'accord. Et en termes de production, alors quelles sont les étapes? Je sais que tu travailles notamment avec des teinturiers et teinturières au Mali. Donc tu achètes des pièces de basin notamment. Est-ce que tu peux nous parler des différentes étapes jusqu'à l'œuvre finale? Au tout début, je mélangeais le basin, qui est un tissu qu'on trouve beaucoup au Mali, mais je mélangeais aussi avec le wax, avec beaucoup d'autres tissus. Mais aujourd'hui, je travaille beaucoup plus à 80% avec le basin. Et à ça, j'intègre, selon les pays souvent, le travail d'un artisan, des maîtres artisans sur le tissage ou des femmes qui font de la broderie. J'essaie de voir vraiment ce que je considère comme qualité dans le travail fini d'un artisan du pays. Je commence à travailler en mélangeant le basin malien et le tissage ou la broderie traditionnelle du pays. Donc j'ai fait une grande série au Maroc avec les tissus marocains, une grande série au Ghana avec le quinté ghanéen, et j'ai travaillé aussi avec une qui est à Dakar, Aïssa Dione, qui a un atelier de tissage où elle fait beaucoup de recherches sur le tissage, sur les motifs. Donc j'intègre aussi ces motifs dans mon travail.
Ici, je commence avec... j'ai visité quelques artisans ici et le marché aussi pour voir. Je pense intégrer du textile ou de la broderie de Tunisie dans mes prochains travaux. Magnifique. D'accord. Et donc dans ton studio, dans ton atelier à Bamako, comment ça fonctionne? Comment est-ce que tu travailles? Pour le moment, j'ai 5 assistants. Je peux augmenter selon le travail, le projet que j'ai et selon la taille du travail. Mais constamment, ils sont 5 pour moi, pour le moment. Après la formation académique, là, où c'est le chevalet, là maintenant je travaille au sol. Tout mon travail se fait au sol et on travaille à la main et à la machine. La couture se fait à la main et à la machine. Nous avons une étape de teinture, le tissu. Soit je paye le tissu déjà teint, des fois je fais teindre. Je fais les esquisses là comme vous avez vu, mais je fais aussi des recherches de couleurs avec Photoshop et Illustrator que je donne à la teinturière ou au teinturier de reproduire cette couleur-là dans le textile que j'utilise. Donc, je travaille avec les teinturiers et dans mon atelier, il y a les 5 assistants. Après les esquisses, nous faisons la couture des bandes. Et après les bandes, maintenant, je commence à faire le montage parce que j'ai déjà l'esquisse. Je commence à faire les montages et tout se fait au sol en ce moment. Quand on commence la composition, tout se fait au sol. Là, c'est une pièce qui fait à peu près 6 mètres. Est-ce qu'on a les petits croquis là? Non. Non, je ne les ai pas. C'est une pièce d'abord qui était une commande. Dans le micro. J'avais discuté avec un architecte ghanéen qui vit à Londres, qui a un projet de faire une cathédrale au Ghana. Et il a contacté une trentaine d'artistes, dont peintres, sculpteurs du continent. Et il veut intégrer les œuvres dans le bâtiment. Et il m'avait demandé de lui faire une proposition d'une toile de 40 mètres sur 10. Et j'ai commencé les esquisses. Et d'abord, j'ai fait une étude à peu près sur 6 mois sur toute l'histoire du Ghana, l'histoire politique, mais aussi culturelle du Ghana, l'histoire économique du Ghana. Et après, j'ai engagé un graphiste pour travailler avec moi pendant à peu près 4 mois sur les images que j'ai déjà sélectionnées. Et là, j'ai fait beaucoup d'esquisses. Il y a des produits, disons des images d'œuvres où je fais d'abord une première étude de gamme de gris pour montrer les profondeurs et ainsi de suite. Dans ça, il y a à peu près plus de 300 personnages. Mais petit à petit, j'ai été obligé de simplifier. Et c'est une scène de fête organisée pour les rois et les reines au Ghana. Donc, en simplifiant, je me suis dit, bon, mais l'essentiel, c'est le roi et la reine. Donc, j'ai dû enlever tous les personnages qui étaient là pour garder uniquement ces 2 personnages-là. Et dans la culture du Ghana, le parasol et les parapluies sont présents partout. Donc j'ai gardé, chaque fois que le roi ou la reine vient, il y a le parasol qui l'accompagne, qui
quelqu'un tient le parasol dans toute la culture ghanéenne. Donc j'ai gardé ces deux-là. Et en même temps, ils ont des idéogrammes du roi, de la société. Et j'ai simplifié, il y a peut-être une centaine d'idéogrammes. J'ai pris juste deux, puis j'ai mis de part et d'autre. Et là où vous voyez certaines couleurs jaunes, là, ça c'est. Et la tenue, c'est le kente qui est un tissu royal au Ghana. Donc pour arriver à une œuvre pareille, c'est plusieurs années peut-être de recherche d'imagerie, de symboles, de couleurs. Oui. Là, j'ai regardé plus de 2000 images sur le Ghana, vidéos et photos et textes, plus de 2000. Donc j'ai fait commander des livres qu'on ne trouve pas souvent en Afrique, qui sont sur l'Afrique, mais qu'on trouve soit en France, soit en Angleterre ou aux États-Unis. Donc j'ai fait venir ces images-là pour me documenter un peu plus. Alors, là, j'ai juste une fiche technique sur cette pièce-là. Peut-être comme je n'ai pas passé la main. Je ne l'ai pas, mais je pourrais Je l'ai sur mon téléphone. Je pourrais vous la montrer après. Voilà, ok. Oui. Oui, mais qui reprend tous les croquis. Voilà, qui reprend toutes les études. une bonne partie des croquis et l'étape de composition de grille, l'étape des personnages et l'étape des textes aussi. Là, globalement, je pense que j'ai fait à peu près 2 ans pour réaliser cette pièce-là. Ok. Donc ça, c'était... on essayait de plonger dans cet univers vraiment esthétique, cette recherche esthétique de couleurs, de composition, etc., qui est peut-être la partie la plus connue de ton travail, et que tu qualifies de décorative. Et je trouve ça très intéressant parce que souvent les artistes contemporains refusent ce qualificatif qui n'a pourtant rien de péjoratif. Mais tu as aussi toute une partie de ton travail qui a une dimension très marquée, une dimension politique ou sociale, donc très, très marquée. Et ce qu'on perçois, en tout cas ce que je perçois de ces travaux-là, c'est que tu te poses comme témoin des grands bouleversements que traverse notre époque, et en particulier le continent africain. Et plutôt que des actes militants d'engagement, tu essaies de poser un point de vue, d'ouvrir au doute, au questionnement, d'ouvrir des fenêtres de réflexion à travers tes œuvres. Et si on pouvait discuter de ça, peut-être de ce fil rouge qui conduit un peu, qui anime ton œuvre, qui est celui, tu disais, de la souffrance humaine. Ouais. Et de la manière dont tu construis tout ça, et à commencer peut-être par cette œuvre qui nous tient à cœur, que tu as réalisée en 2011, qui s'appelle Les fruits de la Tunisie. Est-ce que tu peux nous en parler? Bon, les fruits de la Tunisie sont nés d'un choc. Quand j'ai vu dans la presse tout ce qui s'est passé par rapport à ce jeune qui s'est immolé. Et il était vendeur de fruits selon ce qu'on a dit. Bon, j'ai fait beaucoup d'esquisses. Mais je n'ai pas voulu montrer une partie de violence avec le feu. Je n'ai pas voulu montrer la destruction humaine. J'ai juste pris ce côté de fruits et le drapeau pour marquer ce drame qui s'est passé ici. Et pour moi, c'est pas... Tous ces grands changements, tous ces grands bouleversements de société, souvent sont dus à des manques d'écoute, sont dus à des pressions, souvent de classe sociale, qui peuvent aboutir
à des solutions d'avancement, mais qui peuvent aussi ne pas aboutir du tout à des souhaits que les gens pensent au début. Selon ma modeste analyse aujourd'hui, j'ai l'impression que la foule est trop pressée pour obtenir des résultats au niveau de la société. Et chaque fois qu'il y a un grand bouleversement, ceux qui occupent la place de l'autre, je veux dire de l'autre pouvoir, vont se confronter à un autre problème peut-être de taille plus immense que ce qu'il a enlevé. Et la population ne peut pas attendre, ne veut pas attendre. Des fois, quand il est hors du pouvoir, il s'imagine des solutions, mais quand il est là au pouvoir, il se rend compte que toutes ces solutions qu'il avait dans la tête ne servent à rien généralement. Et si on ne fait pas attention, parce que le pouvoir vient avec toute la force de la violence ou de la force militaire, policière. Soit il devient dictateur, soit il ne va plus écouter les gens parce qu'il pense qu'il a toujours raison. Donc ça, c'est des risques qu'on voit dans nos sociétés aujourd'hui. Tous les grands bouleversements dans lesquels on se trouve aujourd'hui, il y a une forte attente qui n'est pas là, qui n'est pas arrivée. Voilà à peu près schématiquement dit par rapport à ces pièces que je fais par rapport à la société. Et on sent aussi toujours dans ton travail que tu essaies de sortir les visiteurs du dogme à travers ton regard à toi, se déplacer à la fois par rapport au dogme religieux ou idéologique. Et je pense notamment à cette pièce-là qui est très impressionnante. Moujao, tu vas nous en raconter l'histoire parce que c'est très poignant. Ça, c'est une pièce qui a été exposée une seule fois. Elle a été exposée à Abidjan. Le drapeau, c'est un drapeau de djihadistes au Mali. Un drapeau réel que j'ai récupéré, que j'ai fait récupérer et qui était, parce que les djihadistes avaient occupé Gao au nord du Mali et ils avaient leur drapeau, ils ont enlevé le drapeau de la République, c'est leur drapeau qui était partout. Là, ils prennent juste un tissu noir, ils prennent la peinture industrielle qu'on utilise pour les voitures, là, et ils écrivent tout leur texte, et c'est avec ça qu'ils défilent. Ils ont été chassés de la ville, le drapeau était là, et moi j'ai demandé à un promotionnaire qui était dans la ville là, de me trouver un de ces drapeaux-là, parce que je pensais l'utiliser dans une de mes pièces. Et là, vous avez les taches rouges, qui pour moi c'est presque le sang, et dans chaque pièce, dans chaque mot, la lettre, il y a un douille réel qui a été tiré par les djihadistes sur la population, qu'ils ont récupéré parce qu'il y avait des balles qui tombaient dans les familles, dans la cour des familles, et les gens récupéraient. Et j'ai récupéré ces douilles-là aussi. Et j'ai écrit le nom du groupe. Il y a différents groupes qui sont aujourd'hui dans le désert, dans le Sahel. Et ce groupe pratiquement était très très violent. Je dirais qu'ils sont tous violents, mais il y a certains qui sont beaucoup plus violents que d'autres. Parce qu'ils pensent qu'ils ont tous raison, puisque l'autre branche de la religion. Et celui qui m'a amené le drapeau, il avait très peur.
C'était caché parce qu'il y avait l'armée qui était sur tout le trajet. Gao est à peu près 1000 et quelques kilomètres de Bamako. Et si on voyait ce drapeau dans sa valise, on va croire qu'il était parmi les gens. Donc il avait peur pour la mine. Voilà. Et toi, tu n'as pas peur? Moi, je pense que quand tu travailles sur des concepts comme ça, il y a des risques que tu prends, des engagements que tu prends. Voilà, je pense sur le plan social, tout le monde prend des risques, quel que soit le niveau, quoi. Non, si je sens quelque chose que j'ai les moyens de le faire, je le fais vraiment. Sans violence, sans tapage, sans violence. Est-ce que tu pourras parler toi? Oui. Merci. Ouais. Tu as dû faire face à quelques épisodes de censure. Et j'aimerais savoir comment est-ce que toi tu réagis à la censure. Et peut-être parler pour ça de 2 pièces, Gris-Gris pour Israël et pour la Palestine, et Initiation qui date de 2004. Donc voilà, la première, en fait, c'est 4 pièces qui étaient normalement à l'horizontale. Donc ça, c'était à Documenta. Et donc celle-ci, Initiation, donc 7 pièces exposées notamment en Chine, et à Beaubourg aussi, mais donc c'est l'épisode chinois qui nous intéresse. Est-ce que tu peux nous parler donc de la censure et de comment est-ce que toi, en tant qu'artiste, tu réagis à cette censure? Non, la première, par exemple, Gris-Gris blanc pour Israël et la Palestine, normalement, comme ça, c'était exposé à la Documenta. Mais c'est mal présenté parce que les 4 sont sur la même ligne et pour moi, c'est inspiré aussi du mur de lamentation. Gris-Gris blanc pour Israël et la Palestine, pour moi, c'est un souhait. Ce n'est pas un parti pris, mais je dis c'est un souhait que le problème trouve une solution. C'est vrai que chaque fois qu'il y a les problèmes de terre, que ce soit entre pays ou entre familles ou dans la même famille, souvent ça prend énormément de temps pour trouver une solution. Et pour moi, le problème Israël-Palestine a vraiment duré. Et des gens sont en train de mourir. Des dirigeants qui se sont opposés partent. Ils meurent. Ceux qui viennent refusent de ce partage de l'espace. Si vous voyez dans ma composition, moi je donne le même espace au drapeau d'Israël et au kéfir que je considérais pour moi c'était par ce kéfir-là qu'on reconnaissait le problème d'Israël et de Palestine et non pas le drapeau palestinien. Donc quand j'ai présenté ça en France pour une exposition, le maire de la ville a pris peur. En fait, j'étais dans une exposition sur le Mali en général avec le musée national, mais la mairie ne savait pas quelle pièce je préparais. La mairie ne savait pas quelle pièce je présentais. Et quand le maire est venu, il a vu la pièce. Moi, je n'étais plus là-bas, j'étais retourné au Mali, à Bamako. Et il a demandé, en ce moment, on était souvent en relation avec l'Institut français. Et il a demandé au directeur de l'Institut de voir si je peux changer le kéfir par le drapeau palestinien. Je lui ai dit non. En ce moment, si je changeais, c'était son œuvre, ce n'est pas la mienne. Et puis moi, je connais le problème palestinien par le kéfir, par Arafat, ce n'est pas par le drapeau. Il a vraiment insisté, il a fait appeler jusqu'à Bamako pour que je change, j'ai refusé. Bon. Il ne pouvait pas enlever la pièce de l'expo parce qu'elle faisait 20 mètres. Ça allait créer un grand vide. Et il a fait écrire un texte qu'ils ont affiché à côté de l'œuvre. Bon, j'ai dit, ça n'engage que lui. Voilà. Et sur la deuxième pièce,
Le titre, c'était l'initiation. Je comparais l'initiation en Afrique à tout le système d'organisation de certaines sociétés. Notamment, j'ai pris la Russie, l'Union soviétique, j'ai pris la France, les États-Unis, le Japon et les pays religieux, que ce soit l'islam, le christianisme ou le judaïsme. C'est ceux qui sont Le noir, c'est inspiré de la tenue des Wahhabites. Et par rapport à l'Union soviétique, en ce moment, pour moi, j'ai pris le drapeau et l'ensemble, c'est des personnages. Parce que pour moi, l'initiation concerne le formatage de la personne humaine. Quelle organisation la société veut donner à sa population voilà. Et pour moi, l'Union soviétique en ce moment, c'était le communisme, et ils voulaient tout partager, que tout soit équitable. Et pour moi, dans cette folie, ils oublient la personne humaine. Et c'est comme s'ils divisaient la personne humaine en deux. On ne voit pas bien les détails. Sinon, là, il y a quelques petits éléments en bas qui sont comme les dés du lido qu'on joue là. Voilà. Je trouve qu'ils jouent avec l'humain, avec tellement de pression qu'ils oublient que le sujet est une personne. Donc, quand c'est exposé dans une biennale, une triennale en Chine, en 2019, après la conférence de presse, le directeur du musée m'a dit, le lendemain, il m'a dit, les membres du Parti communiste sont venus, ils ont demandé d'enlever la pièce sur l'Union soviétique et celle sur les États-Unis. Il me demandait si je peux l'enlever et recomposer l'œuvre. J'ai dit non. Il peut lui enlever et recomposer. Moi, je ne peux pas toucher. Or, le directeur du musée, qui était le commissaire de l'expo, je lui avais proposé d'autres œuvres. Mais il tenait à cette pièce-là. J'ai compris après qu'il n'a pas la même conception ou il n'a pas compris l'œuvre. En tout cas, il n'a pas la même conception politique que ceux qui ont demandé d'enlever. Voilà, bon. Et donc, je confronte des fois Et donc tu es parti. Oui, la nuit, moi j'ai demandé un dièse à ma galerie et je suis reparti. Mais l'œuvre est restée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, s'ils ont modifié ou pas. C'est une œuvre d'une collection privée, d'une fondation. Parce qu'ils ont prêté l'œuvre avec la fondation. Donc après l'expo, ils vont retourner. Donc au-delà de ton engagement qui se lie à travers tes œuvres, tu as un engagement très concret par tes actes et les nombreuses initiatives que tu mènes ou auxquelles tu as participé sur le continent africain, au Mali et au-delà. Donc, pour en citer certains, tu as été responsable des expositions au Musée national du Mali à Bamako, directeur du Palais de la Culture à Bamako, directeur des rencontres photographiques de Bamako, directeur du Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia de Bamako, cofondateur, et on en est très heureux puisqu'on a collaboré en juillet autour de ce programme, cofondateur du Fonds africain pour la culture. À travers toutes ces initiatives, toutes ces actions, tu t'efforces de faire découvrir la création contemporaine du continent africain.
et de développer les secteurs culturels et artistiques, de faire circuler les œuvres, les artistes, de les faire connaître. Est-ce que tu peux nous parler de ces combats-là et de cette urgence de transmission qui t'anime? Bon, je pense que c'est aussi propre à tous les artistes. Hein. Il y a un engagement social de transmission, d'aider les autres, qui nous anime des fois. Et principalement avec l'école qu'on a créée à Bamako, le Conservatoire des Arts. C'était une idée privée, une idée personnelle où je voulais faire une école privée pour la formation parce que je me suis dit que au Mali on avait le niveau secondaire mais on n'avait pas de niveau supérieur. Et pour moi le niveau supérieur allait permettre aux jeunes d'atteindre un moment où ils peuvent conceptualiser, ils peuvent donner plus d'engagement, plus de compréhension sur leur création. Le niveau secondaire leur permettait de maîtriser la technique, mais le niveau supérieur leur permettait d'augmenter sur la conceptualisation de leur création, mais aussi de découvrir beaucoup plus tout ce qui se fait dans le monde aujourd'hui sur le plan artistique. Donc, on avait un président qui a entendu parler de l'école que je voulais faire. En ce moment, lui-même, il avait l'idée de faire une école d'art supérieure. Donc, il m'a fait appel pour que je lui explique qu'est-ce que je veux faire réellement. Et à cette réunion, il a fait venir le ministre de la Culture, il a fait venir les membres du budget, des finances, pour qu'ils écoutent. Et j'ai compris qu'il était déjà avancé et qu'il savait quels sont les problèmes qu'on pouvait avoir. Parce que lui, il était en train de travailler sur le projet sans qu'il le diffuse aux gens. Donc, il s'est confronté à des problèmes au niveau des ministères des Finances. Donc, à la réunion, il a fait venir tous les gens qui pouvaient nous poser des problèmes par rapport à une création d'école d'art. Moi, je ne savais pas. Il y avait un public, donc on discutait. J'ai présenté le projet. Le projet consistait pour moi... Le projet consistait pour moi de donner 3 niveaux de formation aux étudiants. Le premier niveau, c'était qu'ils apprennent toutes les techniques académiques du dessin, de la peinture, peut-être du modélage ou ainsi de suite. En tout cas, qu'ils maîtrisent le métier sur le plan technique. Et la deuxième ligne de formation, je faisais introduire la tradition à l'école. Je faisais intervenir les traditionalistes qui soient musiciens, sculpteurs, qui n'ont pas fait l'école d'art, mais qui maîtrisent leur métier. Et je leur donnais le même salaire que celui qui a fait les beaux-arts, qui a terminé le niveau supérieur. Parce que je considérais que c'est des gens qui ont fait une formation traditionnelle peut-être d'une durée plus élevée que ce que nous avons fait à l'école. Parce qu'ils commencent à l'âge de 7 ans avec le papa qui leur apprend comment jouer la kora, comment jouer la guitare, ou comment faire la sculpture. Et donc je me suis confronté au niveau des finances, au niveau du ministère des Finances. Pourquoi je leur donne tel montant d'argent pendant qu'ils n'ont pas de diplôme? Et je leur dis, mais celui-là qui est invité dans le monde entier pour donner des concerts, et il a un cachet, son cachet dépasse une année de salaire
nous on lui donne. Et il accepte de venir faire la transmission à l'école. Ce n'est pas un problème de diplôme. Et puis je lui dis, mais qui va lui donner le diplôme? Son papa qui transmet n'a pas eu le diplôme. Et vous demandez qu'il soit docteur ou ceci, cela, mais je dis, qui va lui donner le diplôme? Bon, on a eu tellement de problèmes à un moment donné, à 4-5 ans, on a été obligé d'arrêter parce qu'il ne comprenait pas. Dans ça, on a eu des grands photographes qui donnaient des cours. Malik Sidibé, qui n'a pas fait de photos d'école et pourtant qui a eu tous les grands prix au monde. Lui, il a accepté de donner des cours. Un grand musicien, Toumani Diabaté, qui joue de la kora, donnait des cours à l'école. Donc à un moment donné, on a perdu tout ceci-là par faute du formatage que nos financiers ont dans la tête, le mythe du diplôme. Voilà. Et le troisième axe, c'était la nouvelle technologie. Pour moi, il y avait ces trois grands axes, la formation académique, la formation traditionnelle de nos pays, qu'ils soient africains, asiatiques ou voilà. Tant qu'on a quelqu'un qui, même de passage, hein, on l'invite à donner des conférences aux étudiants. Et je disais, le troisième, c'était la nouvelle technologie. Comme ça, pour moi, si les élèves maîtrisaient ces trois secteurs, ils peuvent communiquer avec le monde. Donc, pour revenir au niveau de la formation, nous avons eu la chance de bénéficier de la formation et nous voyons quelles sont les possibilités qu'un jeune artiste peut avoir aujourd'hui s'il travaille. S'il travaille et s'il a une base solide. Donc dans ce cas-là, je dis la formation est fondamentale pour les jeunes Africains aujourd'hui. C'était ça l'objectif de l'école. Et le Fonds africain, pour parler de ces deux-là, le Fonds africain est né de... On était aux Seychelles pour des conférences, pour des ateliers. Et il y avait Mahmoud Afé qui est le président du festival sur le fleuve de Ségou. Et on a commencé à discuter, à proposer de donner des œuvres pour soutenir les jeunes artistes. Et c'est né comme ça, d'une manière spontanée, tout ce qui était là. Chacun a donné une œuvre ou deux œuvres et on est parti sur cette base-là pour créer la première base de financement du projet. Et après, on a fait des réunions pour structurer l'organisation. Donc, il y a un conseil d'administration, il y a une administration qui gère le fonds. Et on a écrit aussi à beaucoup de fondations pour nous soutenir. Aujourd'hui, je pense qu'on a financé à peu près 370 projets ou 374 projets pour des jeunes artistes qui va de $2 000 à $10 000. C'est des financements non remboursables. On fait pour aider les jeunes qui ont des projets et c'est un jury international qui sélectionne les projets. On a un site et tous les artistes. Donc ça concerne les artistes, mais ça concerne aussi les galeries. Tous ceux qui soutiennent l'art, pour l'ingénierie culturelle, pour le management culturel, tout ceci peut financer selon l'appel à candidature proposé. On ne finance pas seulement pour les arts plastiques, on finance pour la musique, on finance pour la photo, pour la vidéo. L'art dans sa globalité. Oui, et j'encourage d'ailleurs les artistes tunisiens à candidater et à
À surveiller les différents appels à et à candidature. donner des œuvres. Et à donner des œuvres pour les plus avancés. Beaucoup d'artistes tunisiens ont donné. Hein. Oui, parce que pour qu'on comprenne bien, on est vraiment dans un modèle de redistribution très intéressant où des artistes établis à un certain niveau de carrière vont faire don d'œuvres qui sont vendues aux enchères. Qui sont vendues aux enchères. Et la somme est utilisée pour financer des programmes. Pour financer des programmes. Ça donne beaucoup d'idées et beaucoup d'espoir. Ok. Bah, merci. Et on demande aussi à des collectionneurs aussi s'ils peuvent faire des dons. On a reçu, je ne dirais pas de nom, mais on a reçu déjà aussi de la part de collectionneurs ici. Ok. Merci beaucoup, Abdoulaye. Ce n'est pas terminé. On va laisser la parole au public. Si vous avez des questions, remarques, n'hésitez pas. Bonsoir, merci. J'ai une petite simple question. Par rapport à votre carrière maintenant à l'international reconnue, est-ce que ça a de l'influence par rapport aux écoles de beaux-arts au Mali et aux pays voisins? Est-ce que votre expérience est bien étudiée? Vous faites encore des expositions à l'intérieur, à part ces projets fédérateurs? Et merci. Bon, c'est une question difficile. Hein. Une question. Moi, j'évite de montrer mon travail à l'école. Mon travail personnel, j'évite de le montrer à l'école. Parce que l'objectif, quand j'ai parlé de l'école, là, c'était, bien sûr, les élèves peuvent apprendre les techniques des autres, mais l'idéal, c'est qu'ils trouvent leur démarche, ils trouvent leur personnalité. Ils ont souvent, le principal problème qu'on voit aujourd'hui avec les jeunes artistes, c'est que souvent, ils essaient de se coller à une technique ou à une tendance qui marche, où il y a des acheteurs. Et c'est le risque qu'on a aujourd'hui. Et pour moi, il faut beaucoup de discussions avec les jeunes. C'est peut-être une étape nécessaire pour apprendre, mais il ne faut pas perdre le temps sur des lignes qui sont connues déjà par rapport à un artiste ou à un groupe d'artistes. Ce n'est pas la peine de venir se greffer sur cette ligne, quoi. Bon, sur le plan de la région ou de la sous-région, j'évite de présenter seul mes œuvres. Je cherche toujours à présenter les œuvres en groupe avec plusieurs artistes. Nous sommes peut-être une dizaine, une quinzaine, on expose régulièrement ensemble. On expose régulièrement ensemble. Mes expositions personnelles ce sont souvent avec les galeries. Je travaille avec une galerie à Milan, la galerie de Primo. J'ai travaillé avec des galeries à Londres, une galerie qui a fermé, la Blaine. J'ai travaillé avec... à Genève, je travaille avec des jeunes galeries. Et en Afrique, je travaille avec la galerie 38 et la galerie 1957 du Ghana, Accra. Je pense, pour moi, c'est important de travailler avec des galeries africaines parce que ça nous permet de montrer notre travail sur le continent. La plupart des artistes africains exposent plus à l'extérieur que sur le continent africain.
c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. C'est vraiment une étape que nous pensons fondamentale. Moi, dans les années 90, avec l'Institut du monde arabe, j'étais co-commissaire avec Feu Farid Benkaya du Maroc pour monter une exposition qu'on a appelée Rencontre africaine, qui fait que la partie de l'Afrique noire et la partie du monde du Maghreb jusqu'en Égypte. Moi, je faisais le commissariat de Tunisie, Algérie, Égypte, et lui, il faisait le commissariat d'une partie de l'Afrique noire. Et on présentait ces œuvres-là à l'Institut du monde arabe à Paris. Donc, c'est des démarches qui ont commencé il y a longtemps, mais on se rend compte que peut-être c'est le secteur privé qui pourra développer ça plus rapidement que le secteur public. Donc c'est en train de porter ses fruits, que le secteur est en train de se structurer. Oui, je pense. On a tenu ici déjà des ateliers avec le Fonds africain, grâce à 32 bis. Et là, avec les galeries, avec la galerie marocaine, on a fait une tournée. Il y a 4 ans, d'une exposition des deux parties du continent, quoi. Je pense que ça commence, mais je pense réellement que c'est le secteur privé qui peut aller plus vite que le secteur de l'État, quoi. Juste peut-être une dernière question pour revenir un peu à ce que tu disais sur le marché de l'art sur le continent africain. Comment est-ce que tu vois les choses et comment est-ce qu'on peut justement recentrer en Afrique entre pays du continent africain pour développer ce marché-là? Disons, tous les maillons de la chaîne professionnelle de l'art se développent sur le continent. Comment est-ce que tu vois les choses pour les années à venir? Je pense que le principal élément qu'il faut, c'est vraiment que les artistes travaillent et qu'ils exposent, qu'ils présentent les œuvres. Parce que tu n'auras pas de marché s'il n'y a pas de production. Et il faut qu'ils travaillent avec des galeries et peut-être permettre que des galeries africaines et occidentales puissent travailler ensemble sur un même artiste. Les galeries européennes te disent toujours on veut l'exclusivité. À 90%, on veut l'exclusivité. Des fois, on veut l'exclusivité sur des pays où ils n'ont pas d'espace. Donc ça devient très compliqué. Je comprends le côté commercial des galeries, mais c'est aussi aux artistes de poser certaines conditions. Parce qu'une galerie va travailler avec une quarantaine d'artistes, une trentaine d'artistes, et elle refuse que tu travailles avec une deuxième galerie. C'est ça que je leur dis, c'est pas logique. Si tu fais une année ou 3 mois, 6 mois, tu ne vends pas l'œuvre d'un artiste, il va vivre de quoi? Toi, tu l'empêches de travailler avec un autre, pendant que l'autre qui est, je ne sais pas, toi tu es en France, l'autre est à Londres, en Allemagne, ou aux États-Unis. Il faut lui donner la chance de contacter d'autres galeries, quoi. C'est très compliqué avec les galeries sur ce plan-là. Donc je dis vraiment, il faut que les galeries africaines et occidentales, mais aussi que les artistes facilitent ce point-là pour les obliger à collaborer ensemble. On a une question de Mohamed Ali. Merci Abdoulaye pour cette discussion. Merci Camille. On se pose beaucoup la question de ce qui se passe en Afrique en termes de pratiques artistiques. On a tendance à observer généralement émerger, voir des artistes émerger un peu grâce notamment aux structures occidentales, mais on a du mal, s'il n'y avait pas ça,
je veux dire, on aurait du mal à les voir, à les observer. Et donc, c'est un peu la question qu'on se pose, même à travers cet espace qui va bientôt ouvrir la médiathèque, c'est-à-dire avoir une visibilité sur ce qui se passe en Afrique et dans le monde arabe, éventuellement aussi. Toi, qui es dans ce tissu, tu es très impliqué. Tu as parlé de l'ACF et de toutes les structures et les institutions qui se développent. Tu as certainement une vision personnelle, une lecture personnelle de ces émergences. Et qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce qui se passe en Afrique et qu'on ne voit pas à travers l'Occident? Voilà. Non, je pense qu'il y a quelque chose qui bouge. Il y a un travail qui est là, qui est en train de se faire. Et à 80%, le travail qui se fait est vraiment un travail privé. C'est un travail privé qui est en train de se faire. Et ça, c'est un mécénat, c'est un soutien à l'art qui est dû à des passions d'individus, à des passions de personnes, et qu'il faut encourager. Sinon, nos États, il faut le dire, ont très peu accordent très peu d'importance à la culture. Très peu. Il suffit juste de regarder les lignes budgétaires des États. Nous occupons toujours la dernière ligne des dépenses de l'État. Et s'il y a des réductions à faire sur le budget, on commence par la culture. S'il y a des postes à donner, des postes à distribuer pour les ministres, pour les partis politiques, et celui qui a la culture, c'est juste pour lui dire, voilà, débrouille-toi. Et une fois, il y a une de nos ministres de la Culture, quand elle a été nommée, en réunion, elle nous a dit, mais des gens lui demandent, mais qu'est-ce que tu as fait au président pour te donner le poste de ministre de la Culture? Parce qu'on pensait qu'elle devrait avoir poste de, je sais pas, des finances ou de, voilà. Mais le fait que le président lui donne le poste de ministre de la Culture, c'est comme si elle n'a rien eu, quoi. Et il y a ça, mais quand ils viennent aussi, les gens qui sont nommés souvent n'ont aucune idée des problèmes de la culture. Aucune idée. Donc, des fois, j'ai travaillé dans l'administration. J'ai fait une quarantaine d'années dans l'administration. Et j'ai participé peut-être pendant 20 ans à l'arbitrage budgétaire. Donc, je vois comment l'ossature du budget de l'État, que je compare à d'autres ossatures des pays africains, et on n'a presque rien du tout pour la culture. On n'a presque rien du tout pour la culture. Et quand je disais que les ministres n'ont souvent aucune notion sur la culture, des fois, quand on veut donner l'intitulé, parce que presque chaque changement de gouvernement, tu as un nouveau ministre. Et non seulement il y a un nouveau ministre, mais ce mot culture est balancé entre artisanat, entre sport, entre éducation. C'est comme si c'est un petit ballon qu'on tape, on ne sait pas où est-ce qu'il faut le poser. Et une fois, il a même été proposé de faire ministère de la Culture et de l'Amusement. Donc, ça vous dit jusqu'à quel niveau d'analyse nous sommes pour ce secteur de la culture. Donc, je vous dis, moi, j'ai essentiellement plus confiance au secteur privé qu'au secteur de l'État.
Oui, monsieur. Il y a un micro si vous voulez. Juste un petit mot. Je remarque que le secteur de la culture représente le secteur du vide. C'est vide. C'est pas qu'il est vide, mais ça peut être très important. C'est parce qu'il est très important. La culture est très importante. Mais il faut qu'ils prennent conscience de ça, les décideurs, de l'importance de ça. Parce que c'est subtil, ça a un rapport avec tout l'humain, tous les hommes, les femmes, bien sûr. Et puis, ils doivent donner de l'importance, c'est ce que je voulais dire. Ouais, juste pour appuyer ce que vous dites, Oui, il n'y a pas de société. L'identité du groupe social ne se fait que par la culture. oui, exactement. La culture, pour nous, est l'ADN Oui, de l'humanité. oui, C'est l'ADN de l'humanité. Et tous nos grands problèmes de société aujourd'hui oui, sont liés oui, à cette formation culturelle. oui, Tout ce qu'on a comme bien, mais si dans le cerveau, si dans la tête, ce n'est pas structuré, oui. ça ne sert absolument à rien. Oui, c'est parce que je remarque que c'est très important, la culture, c'est pour ça c'est l'amusement, ils disent l'amusement, mais c'est parce que c'est dans les consciences, c'est un secteur vide, parce qu'ils n'ont pas pris conscience de ça, de l'influence de la culture. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il est parti derrière. J'ai encore une question. Donc avec l'ACF, vous parrainez beaucoup de jeunes artistes. Et je me demandais si toi particulièrement, dans le parcours que tu as en tant qu'artiste, est-ce que tu parraines, disons, quelques artistes, certains artistes, que ce soit du Mali ou d'ailleurs, de manière presque comme un accompagnement, de manière personnelle, voilà, en dehors de ces cadres, quoi. Non. J'essaie vraiment de rester dans le groupe que nous avons. Je vais dire, ce groupe informel où nous lions tous amitié pour offrir, pour aider les autres. Je ne cherche pas à me soustraire du groupe pour accorder une importance particulière à un artiste. Non, je fais de manière que notre groupe soit cohérent, mais qu'on permette aussi aux jeunes de se regrouper pour travailler ensemble en atelier ou à partager le matériel entre eux, à partager la documentation entre eux. Je pense que nous sommes beaucoup plus dans une période où il faut essayer de partager des choses, de partager des idées, mais d'être ensemble aussi. Quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes artistes, sachant qu'en manque de financement, de visibilité, les jeunes artistes africains et tunisiens surtout? Merci. Non, le premier conseil pour moi, c'est vraiment que les gens travaillent, qu'ils travaillent constamment, et que les jeunes artistes cessent de croire que quelqu'un va les aider pour émerger. C'est uniquement par leur travail, la qualité de leur travail, la constance de leur travail. Tout ce qu'ils voient, que ce soit culture ou d'autres secteurs, nous sommes tous des gens qui travaillent. Qu'ils soient dans le secteur commercial. Vous allez voir des commerçants qui sont là, ils ne donnent pas. Vous allez voir des médecins, des docteurs qui sont là constamment, ils sont en train de travailler. C'est vrai que c'est des secteurs différents,
Mais je dis le critère principal, c'est quand même le travail et être patient. Être patient. Les jeunes aujourd'hui ont la chance d'avoir des aides, même si ce n'est pas constant. Il y a quand même quelques gens qui aident, il y a des galeries qui sont là, il y a des mécènes qui sont là. Nous, quand on a commencé tout ça, ça n'existe pas. Hein. Moi, je n'ai jamais demandé 1 franc à une organisation, je n'ai jamais demandé. Mais je sais que la période-là et celle-là sont différentes. Donc aujourd'hui, si on peut aider, il faut aider. Mais ce n'est pas le critère fondamental pour réussir, quoi. Il faut travailler, voilà. Il faut être vraiment parmi les meilleurs des meilleurs, quoi, je veux dire, pour tenir. Oui, en fait, toi, tu as une discipline de travail absolument extraordinaire et de rigueur, mais aussi énormément de temps de travail. Et je sais que quand tu as plusieurs déplacements prévus pour les mois de février et mars. Tu organises l'emploi du temps de ton atelier, etc. Enfin, c'est presque une petite entreprise que tu gères pour la production de tes œuvres. Donc c'est effectivement beaucoup de travail et de discipline. Oui, moi à l'atelier, j'ai des caméras. Quand je voyage, voilà, nous restons toujours en contact. Ce n'est pas seulement par le téléphone, mais parce que c'est des images qu'il faut voir. Je l'esquisse et puis je regarde avec eux. Parce que les voyages sont nécessaires aujourd'hui pour moi. Donc il faut pouvoir organiser ton temps et la production. La nouvelle technologie est là aussi pour nous aider. Et l'ACF. Donc il y aura une prochaine session en 2024. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce programme, c'est un programme d'accompagnement de jeunes artistes du continent africain. Donc pour la session qu'on a co-organisée... Et de la diaspora aussi. Ouais. Et de la diaspora. Pour la session tunisienne au 32 bis, c'était donc à destination des artistes nord-africains et maliens. Et l'idée, c'est d'organiser 3 semaines d'ateliers à la fois de création. Donc là, c'était avec Ismail Bahri et Amel Benis, des ateliers donc, de création, production avec des open studios à l'issue de chaque atelier, mais aussi des séances de développement de compétences, d'apprentissage, de formation, que ce soit en théorie de l'art, sur les questions de marché, sur les questions de pratique curatoriale, d'écriture, de communication, des choses aussi très pratiques, comment on crée un portfolio, comment on parle de son travail, etc. etc. Donc n'hésitez pas, je vois Wafé aussi, et d'autres visages connus, n'hésitez pas à candidater pour la prochaine session. N'oublie pas que les artistes donnent aussi des œuvres pour les autres. Je vois aussi d'autres visages plus âgés, plus établis. N'hésitez pas à donner vos œuvres pour financer le Fonds africain pour la culture, qui fait un travail absolument extraordinaire. Je pense qu'on a financé au moins 8 projets en Tunisie. Hein. Oui. Au moins 8 projets. Et c'est quand même... c'est très beau cette idée de redistribution et de circulation des fonds, de transmission d'une génération à l'autre. Donc ça vaut le coup d'être soutenu. À Tunis, on a fait déplacer quand même des galeristes, des directrices de galeries, des commissaires d'expo, conservateurs de musées, des artistes qui sont venus discuter avec les jeunes. En juillet dernier, absolument. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non. Alors, je vous invite à découvrir le travail d'Abdoulaye lors de notre exposition qui ouvrira le mois prochain. Je ne précise pas encore la date, mais ça va arriver. Moi, je profite pour remercier le public et aussi pour remercier 32 bis pour tout le travail qui est en train de se faire. Et je vous demande de soutenir 32 bis. Merci. Merci. Merci beaucoup Abdoulaye, merci à tous. Bonne soirée.